Bonjour, bienvenue dans cette troisième édition des mots à voix haute. On va, comme nos rendez-vous mensuels, vous lire des extraits. Aujourd'hui, des romans des auteurs qui sont passés par l'école, dans les ateliers, ou qui en donnent encore actuellement, et que vous pouvez retrouver dans la programmation d'été notamment. Et puisque lire évidemment conduit à écrire, ou que écrire conduit à lire, on ne sait plus, on peut se retrouver demain pour la grande discussion avec Chloé Deschamps, qui est éditrice chez Grasset, sur place à l'école ou en visio. Et c'est vraiment la plongée au cœur des manuscrits, à savoir le mode d'emploi, pour que votre manuscrit ait le plus de chances d'être lu par des éditeurs et surtout d'être retenu, évidemment. En attendant, on va vous faire ces petits moments de lecture. Moi, j'ai choisi Oscar Koupfan, qui est un auteur qui a donné un atelier notamment par correspondance sur l'écriture du quotidien, qui reviendra à la rentrée aussi pour une grande discussion sur le parcours d'auteur. Et je vais vous lire des extraits de Morceaux cassés d'une chose. J'ai voulu écrire par snobisme, pour faire comme les hommes morts. Pourquoi n'aurais-je pas voulu le faire? Par crainte de la solitude, j'aime être avec les autres, pas travailler avec eux. Pour éprouver mon corps, je préfère l'abîmer ailleurs, en chute de moto ou en verre d'alcool fort. Par peur de l'échec? C'est absurde, on échoue partout. De la misère? Qu'importe. J'aime dépenser de l'argent, pas en avoir. Par ennui des mots? Mon Dieu non, je ne vois que ça dans le monde. Il y a des drames et des tristesses. Dans les cahiers, on peut en faire autre chose, écrire pour que la vie ne soit pas seulement ce qu'elle est. J'ai voulu choisir ici quelques morceaux de ma mémoire, les assembler, les réunir, les envoyer en fabrication comme on le dit dans les métiers du livre. Les éditeurs, souvent, parlent de matière romanesque. J'étais sous mes yeux, je me suis saisie comme matière. Je ne résiste pas à vous lire la dernière page, ça ne se fait pas, c'est pour ça que je le fais. Se taire, je ne sais pas pourquoi j'ai tant parlé de moi. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'adore finir des livres. J'aime jeter mon stylo comme on dit d'une éponge qu'on la jette. Finit-on vraiment un livre quand on l'écrit? Je ne crois pas. On est condamné à le réécrire sans cesse jusqu'à la fin, l'autre, la nôtre. Retrouvez Oscar bientôt en programmation à l'école et retrouvez Marie-Gaëlle qui va vous lire Les miroirs de Suzanne de Sophie Lem. Bonjour, donc moi je vais vous lire un extrait des miroirs de Suzanne et comme l'a dit Charlotte et Sophie Lem qui anime régulièrement des ateliers à l'école. Dans le métro, Suzanne pense à Vincent. Après leur rencontre, elle n'avait cessé de tenir un journal. Les premiers mois, elle avait quelquefois revu Antoine, déchiré entre ce qui devenait possible et ce qui ne l'était plus. Victor connaissait l'existence d'Antoine, elle ne lui mentait pas. Mais le jour où, par hasard ou volontairement, il avait lu le récit de ce déchirement, il n'y avait plus eu de place que pour la jalousie, la douleur et la peur. Le calme revenu, elle avait cessé d'écrire, sacrifiant à ce nouvel amour la lumière que l'écriture faisait naître en elle. Quand quelques années plus tard, Suzanne s'était de nouveau mise à consigner ses émotions et ses pensées, elle l'avait fait avec retenue, comme si certaines ne pouvaient qu'être tues. Elle avait fait sienne cette autre façon d'écrire, oubliant les élans de l'adolescence, les déclarations, les rêves. C'est cela qui l'avait le plus troublé quand elle avait relu les extraits de ses cahiers. Une expression sans phare, au plus près de ce qu'était sa vie. Bonjour, moi je suis Héloïse et je vais vous lire un extrait de Over the Rainbow de Constance Joly, qui va animer d'ailleurs bientôt un stage cet été à l'école. À l'époque où tu es partie, ma mère me racontait toujours la même histoire, celle des deux souris qui tombent dans une jatte de lait. Le bord du récipient étant beaucoup trop haut, elles se retrouvent prisonnières et se mettent à nager avec frénésie sous peine de couler. Elles se démènent ainsi depuis un bon moment, quand l'une d'elles perd espoir et abandonne la lutte. Elle cesse de nager et se noie. L'autre est épuisée, mais décide de continuer jusqu'à la limite de ses forces. Elle nage encore et encore, s'échine de plus belle, si bien que le lait tourne en beurre. Prenant appui sur cette nouvelle matière solide, la petite souris saute par-dessus le bord et s'échappe. Arrivée au moment où se noie la première, la voix de ma mère changeait, altérée par le chagrin. La petite souris n'y croit plus, elle cesse de nager et bientôt elle se noie. Elle était celle qui avait été quittée pour un homme, elle, le joyau de la couronne de sa mère. Ses longs cheveux de tristesse étaient tombés, elle avait tout coupé, et avec eux, c'était le charme puissant et salvateur de l'enfance qui était partie. L'appartement où nous habitions désormais toutes les deux était gagné par le silence et la blancheur. Tout y semblait figé, la mélancolie y tissait de longs voiles,
Des fils d'araignées graciles et pourtant solides comme des filins d'acier. Nul n'y faisait aucun bruit, les moquettes épaisses absorbaient le son de nos pas, et nul n'y parlait non plus. Parfois, ma mère se mettait au piano, et c'était encore plus triste. Ses notes donnaient forme au chagrin qui flottait dans l'air. Alors je dansais. Sur un foulard vert d'eau, piqué dans une armoire, je me passais le lac des cygnes et je pirouettais les yeux fermés. J'émergeais des profondeurs de la forêt. J'étais Odette, je dansais avec le prince Siegfried, et toute la nuit, selon le sort jeté par le cruel Rothbart, je devenais une femme. Mes pointes se dressaient alors, mes cuisses se serraient et je tournoyais, les bras en cercle au-dessus de ma tête où scintillait un diadème. J'étais reine pour la nuit entière, et tout m'était permis, même la tristesse. Au matin, j'aurais bien le temps de rendosser mes habits de petite fille charmante et de redevenir un cygne blanc. Voilà, je vous laisse avec Thibaut. Bonjour, je vais vous lire un extrait de Martin Winkler, Le cœur des femmes. Bonjour mademoiselle, est-ce que vous autorisez votre interne, le docteur Atwood, à assister à la consultation? Je saute sur mes pieds. Karma vient de faire entrer une jeune femme de 23 ou 25 ans. Elle me regarde, me regarde à nouveau, hésite. Oui, pourquoi pas. Asseyez-vous, je vous en prie. Elle s'avance vers moi, hésitante. Je me réfugie dans le coin près de mon siège. Elle pose son sac sur l'un des 2 fauteuils de patient. Il passe devant moi, s'installe derrière le bureau, se retourne vers la patiente encore debout, répète. Asseyez-vous, je vous en prie. Elle s'assied au bord de la chaise. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, je viens vous voir parce que je ne supporte plus ma pilule. Je souris. Bon, ça c'est un problème simple. Elle a mal au sein, ou elle saigne, ou elle a des nausées, ou alors elle a le sentiment qu'elle a grossi, mais c'est dans sa tête parce qu'elle supporte pas de voir cette cellulite sur ses cuisses. Mais ma pauvre, tu sais pas encore que t'es faite comme ça? De toute manière, quoi que tu fasses, et quelle que soit l'épaisseur de crème et de gel que tu te tartineras sur tes hanches, ça restera comme ça. Autant te faire à cette idée. C'est pas à cause de ta pilule que tu mets plus les mêmes jupes, mais parce que c'est ta triste condition de femme avec les douleurs juste avant les règles, les lolos hypersensibles, les fuites dans le slip, t'es obligé de te changer sans arrêt. Et les migraines, et l'acné, et alors t'es bien mignonne, je vois d'avance ce qu'il va dire. Il va faire semblant de regarder dans son gros bouquin pour te chercher une pilule de rechange, mais ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est pareil, ou tu vas simplement prendre ton mal en patience, ou alors ça ira mieux pendant quelques mois, et je parie que tu reviendras parce que tu as à nouveau 2 boutons sur le menton, 3 poils de trop sur le bras, et rebelote, faudra remettre ça. Et je tourne la tête vers lui, sûre et certaine de ce qu'il va faire. J'ai déjà vu tant de gynécos le faire à la maternité ou quand je faisais des remplacements d'infirmières à la clinique Saint-Ange. Il plonge la main dans le tiroir, sortira une ordonnance, ouvrira le grand livre rouge, demandera « Qu'est-ce que vous prenez comme pilule d'habitude ? Mini-Baise ? Ah, pas étonnant que vous ne la supportiez pas. Moi, je prescris Maxinic, qui est la dernière sortie, et toutes mes patientes en sont toujours très cons. Mais non, je le vois poser ses avant-bras sur le bureau, se pencher vers elle et croiser les doigts, et je l'entends dire « Racontez-moi ». Bonjour, je suis Nina et je vais vous lire Adeline Fleury. C'est le dernier roman qu'elle a sorti, Les Frénétiques, qui vient tout juste de sortir. Alors Adeline Fleury, on l'aime beaucoup, elle anime régulièrement des ateliers, elle est en train d'en terminer un. Et on la retrouvera à l'école pour 2-3 beaux ateliers en septembre et octobre, donc plutôt pour la rentrée prochaine. Et là, je vais vous lire un extrait donc, des Frénétiques, c'est l'histoire d'Ada. Ada, une mère de famille, pardon, qui pour la première fois est troublée par une autre femme. Et ben, Ada prenait son café en lisant un recueil de poèmes. Elle aimait bien la poésie au petit déjeuner. Elle avait l'esprit frais, prêt à accueillir la beauté. La soirée avait été agréable pour tout le monde. Nino était tombé de fatigue alors que les bambins Richie n'avaient pas encore pris leur dessert. La jeune fille rousse avait rejoint la marmaille remuante pour manger un morceau, puis avait regagné ses appartements. Ada avait mis du temps à trouver le sommeil. Elle avait eu du mal à effacer le souvenir d'Eva, allongée sur le transat. Elle avait fini par s'endormir avec le souvenir ému des franges de son short en jean sur le haut de ses cuisses. Ces images la perturbaient. Elle était imprimée sur sa rétine. Comment faire pour s'en libérer ? Ada était en âge d'être la mère de la jeune fille, ou au moins sa grande sœur. Ce n'était pas raisonnable. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas envoyé balader la raison. Elle s'était tournée dans tous les sens, une bonne partie de la nuit, tenue en éveil par l'envie de toucher Eva. Elle la savait proche,
quelque part au bout du chemin qui donnait sur la maisonnette que louaient les Ritchie. Cette proximité géographique lui procurait une certaine excitation. Voilà, je laisse la parole à Lola. Bonjour, donc moi je vais vous lire un extrait des Paradis gagnés de Pauline Clavière, qui est une autrice qu'on adorait voir animer un atelier à l'école. Les chiffres, les escroqueries, tout ça passerait, on oublierait. Il ferait quelques années de prison et plus tard, quand il sortirait, on ne se souviendrait plus de rien. Il pourrait reprendre sa vie. Bien sûr, Caroline divorcerait, elle ne tiendrait pas le coup. Ça, Chloé. Ses yeux comme des pissenlits dans un ciel bleu, plein de contrastes et de promesses. Il la verrait grandir, elle ferait de brillantes études et il serait son papa chéri pour la vie. Les choses auraient pu se passer ainsi. Seulement, il n'y a pas que les chiffres, pas que l'argent. Il y a le reste. Il y a le goût de leur peau et la sienne en particulier, obsédante. Un poison, une drogue violente, inoubliable. En réalité, il n'a pas eu le choix. Son corps a décidé pour lui, au risque de tout perdre. C'est cela que diront les autres, les flics, les juges. Au début. Après, il y aura les médias pour le traîner dans la boue. Ils le piétineront, ils feront en sorte que le monde entier se serve de lui comme réceptacle de leur haine insatiable. Il y aura les yeux de Caroline dans lesquels il lira l'effondrement de tout ce qui fut, eux, leur amour. Chloé, leur vie. D'eux, il ne restera rien. Dans quelques jours, ils iront chez lui, ils étendront leurs recherches jusque dans sa maison, dans les placards, sous le lit conjugal. Rien ne les arrêtera. Ils le traqueront comme un animal sacrifié sur l'autel de la morale. Bonjour, alors ce sera la dernière lecture. Ce sera Emmanuel Bayamaktam et le livre Arcadie. Donc Emmanuel Bayamaktam qui a animé un atelier l'année dernière avec Hugo Lindenberg et notamment une masterclass que je vous recommande et qui est disponible sur le site. Donc Arcadie, c'est l'histoire de Farah et de ses parents qui trouvent refuge dans une communauté assez singulière avec des gens fragiles et inadaptés au monde qui sont un petit peu extraits des nouvelles technologies, de la mondialisation, etc. Et c'est un lieu complètement barré. Je résiste pas à l'envie de vous lire la première phrase de la 4e de couverture, avec laquelle je suis assez d'accord. Si on n'aimait que les gens qui le méritent, la vie serait une distribution de prix très ennuyeuse. Et également l'épigraphe, puisque c'est un peu ma passion. Une vraie communauté est le produit d'une loi intérieure, et la plus profonde, la plus simple, la plus parfaite, et la première des lois est celle de l'amour. Robert Musil. Donc pour pas vous spoiler le délire total de ce livre, je vais vous lire un petit extrait qui vous fera un petit peu sentir le ton un peu unique d'Emmanuel Bayamaktam. Nous roulons dans la nuit tiède, jusqu'à apercevoir les lumières de la ville. Daniel gare sa 125 sur un parking quasi désert et extirpe de sa poche un objet oblong que je ne tarde pas à identifier comme un téléphone portable. T'en as un? On n'a pas le droit. Je sais, qu'est-ce que tu crois, mais bon, c'est pas comme si j'avais choisi de pas en avoir. Hein. C'est pas de ma faute si je suis venue vivre avec Victor et Arcadie. Je dis pas que je les aime pas, ils sont super et j'aime bien la baraque, tout ça, mais ne pas avoir de portable, c'est abusé quand même. Tout le monde en a un à part nous. C'est un smartphone? Ouais, attends, je me connecte. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il me fourre son écran sous le nez et son casque sur les oreilles, ce qui fait que je suis submergée sans transition, claquement de doigts et de mains, forme claire s'agitant au contre-jour, guitare, voix, clavier, et puis boom boom into my heart, into my brain, bang bang, yeah yeah, plus moyen de faire autre chose que de regarder le chanteur au milieu de ses fans survoltés, fan moi-même tout de suite et pour la vie, Take Me Dancing Tonight, oh ouais. Après les pantalons blancs et les t-shirts Shows Live du début, voilà que tout le monde se retrouve soudain dans des tenues pastel, effectivement très proches de celles qu'arbore Daniel. Du short au bandana, tout est décliné en rose et bleu layette, sans compter le jaune délicat des mitaines. Aux 2 tiers de la vidéo, alors que j'approche moi-même de la transe, le chanteur au brushing rejoint ses choristes derrière un micro pour quelques secondes de déchaînement pur, visage extasié, bouche entr'ouverte, bras alternativement levés, cuisses offertes et secouées en rythme, dorée, dufteuse, irrésistible. Putain, mais c'est qui ce mec? Daniel rayonne. T'as vu comment il est trop beau? Ouais, mais c'est qui? George Michael, Wake Me Up, Before You Go Go, tout ça, ça te dit rien? Normal, on n'était pas nés. Ah bon? Il a quel âge alors? Bah, il est mort. Last Christmas. Voilà ce qu'on gagne et ce qu'on perd plutôt à vivre dans une zone blanche, sans contact technologique avec le reste du monde. George Michael est mort avant que je puisse le rencontrer, l'aimer, m'en faire aimer, voire le sauver, puisqu'à en croire Daniel, il est mort de trop de tristesse, de trop d'excès, et qui sait, peut-être de la fatigue d'être lui ou du regret de l'avoir été. Et je vais finir par une petite phrase à la page 316, donc pas la toute fin du roman.
Omnia vincit amor. Tu parles, c'est exactement l'inverse. L'amour est faible, facilement terrassé, aussi prompt à s'éteindre qu'à naître. La haine, en revanche, prospère d'un rien et ne meurt jamais. Elle est comme les blattes ou les méduses, coupez-lui la lumière, elles sont fous. Privez-la d'oxygène, elle siphonnera celui des autres. Tronçonnez-la et 100 autres haines naîtront d'un seul de ses morceaux. Voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle lecture.